IDFM 98 de la bande FM, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Une femme ce soir, elle s'appelle Nadine Touzeau, Touzeau, profiler, et vous travaillez surtout en cybercriminalité. Dites-nous comment vous en êtes arrivé là. Comment on fait pour devenir profiler? Comment on a l'idée de devenir profiler? Bonsoir Joël, bonsoir à tous. Alors déjà, je vais me présenter mon cursus. Donc, je suis en effet profiler, ex-manager commercial et communication. Je suis aussi net profiler, donc dans le virtuel en effet, où je travaille par rapport à la cybercriminalité, mais sur la partie humaine, puisque chaque cybercriminel n'est qu'un être humain. Et je suis aussi chercheur en comportement des cybercriminels notamment, et dernièrement en comportement des personnes dites injectées ou pas. J'ai développé sur les comportements des cybercriminels et des personnes addictes aux outils connectés plusieurs théories scientifiques. J'en ai révélé 5 sur les différenciations comportementales entre le réel et le virtuel qui sont étudiées dans le monde entier, qui ont fait l'objet de plusieurs publications scientifiques sans que je ne sois docteur, et de conférences internationales scientifiques aussi. On m'en demande encore tous les jours quasiment, et des publications et de faire des conférences scientifiques. Et comment j'en suis arrivée là? C'est la question qu'on me pose souvent, elle est très bonne, et je pense que c'était dans mon chemin. Mais vous dire par quelle porte, si j'ai me dit du jour au lendemain, je vais devenir profiler, non, ça, c'est pas vrai du tout. Je me suis retrouvée un jour en consultation. J'ai été consultante pour un cabinet parisien. Chez des clients où des anglo-saxons m'ont dit « you're a profiler ». Et moi, j'ai dit « c'est quoi ça, profiler ?» C'est quoi ça? Je ne connais même pas ce mot. Je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. Et en réalité, j'ai découvert ce qu'il était le métier de profiler et en quoi ça consistait. Et je leur ai posé des questions, je me suis instruite, j'ai lu beaucoup de livres américains de profiler, mais c'était surtout des psychiatres ou psychologues qui avaient fait des profils psychologiques de, par exemple, serial killer ou des choses comme ça. Je me suis instruite parce qu'il n'y a pas tant de livres que ça, il n'y a pas tant d'éléments que ça sur le profilage, et encore moins en Europe. Et de fil en aiguille, j'ai essayé de comprendre pourquoi ils ont dit ça et pourquoi ils considéraient que j'étais cela. Donc, j'ai travaillé jusqu'à ce que mes résultats m'indiquent de plus en plus qu'en effet, je suis un profiler. Alors après, il y a plusieurs pattes. Chacun travaille un peu à sa façon. Il y a des profilers qui sont plus sur les affaires criminologiques, ce que j'ai fait à une époque. Au tout début, j'ai arrêté parce que c'était trop violent, c'est trop moche, puis il n'y a pas vraiment de débouché. C'était que sur certaines affaires, et vraiment des affaires trop violentes où je me suis dit, je vais devenir folle. Et j'ai basculé dans le monde économique, mais alors là, il y a encore plus de boulot. Le profilage dans le monde économique est quelque chose de génial parce que ça aide sur plusieurs points, dans le réel comme dans le virtuel. Il y a un boulot monstre, le nombre d'entreprises qui se font infiltrer, les situations de souffrance des salariés, toutes les difficultés que l'on peut rencontrer dans les négociations, fusions, acquisitions, confiance aussi, par exemple, est-ce que je peux travailler avec tel prestataire, est-ce que je peux avoir tel associé, il y a aussi la partie physique, est-ce que mes bâtiments sont bien protégés, etc., etc. Donc tout ça en incluant le réel et le virtuel, puisque, je réitère, un cybercriminel est un être humain. Or, en France comme ailleurs, on protège la cybercriminalité par la technique. Deloitte disait en 2018, en Suisse, Deloitte, quand même un très bon cabinet de conseil, que j'apprécie beaucoup. J'ai fait d'ailleurs une conférence à Montréal avec une personne qui manageait, ça s'appelait la CIM, l'organisation qui était une manager chez Deloitte. Il disait que 63% des cyberattaques ne sont que du fait de l'humain et pas que des maladresses. Ce ne sont pas que des maladresses. Les gens, ils disent « ah bah oui, c'est ce qu'on apprend à l'école. Nous, le problème, c'est entre la chaise et l'écran, quoi, en gros, ou le clavier. » Donc non, c'est pas vrai. Il y a énormément de cyberattaques où il n'y a pas besoin de grand-chose en termes d'outils connectés ou de techniques pour se faire infiltrer. On a l'arnaque au président, on a le cyberharcèlement, on a, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La liste est longue, alors je n'ai pas tout en tête aujourd'hui, mais la liste est très longue. Sur tout ça, ce sont des cyberattaques. Je cherche des noms, je ne me rappelle plus. Je n'ai plus en tête aujourd'hui, mais il y en a plein. En cours, j'ai ma liste que je sors régulièrement, on discute dessus. Et ce sont uniquement des attaques faites d'humain à humain. Voilà. Oui, donc vous aviez quel âge quand ça vous est tombé dessus? Une vingtaine d'années, une trentaine d'années? Est-ce qu'il y a une école? Est-ce qu'il y a des écoles? Alors, des écoles de profilers, il y a des écoles de profilers aux États-Unis, il y en a 2 de mémoire, par des plus grands profilers qui enseignent sur leurs pattes. Après, il y a des écoles de criminologie qui, de temps à autre, donnent des cours de profilage, mais c'est du profil psychologique, c'est vraiment très basique, ça n'a rien à voir avec la façon dont j'exerce notamment.
Et moi, je forme et j'enseigne. Mais je ne fais que du sur-mesure. Je forme en individuel et je vais faire bientôt des petits séminaires, ateliers de groupe, de mini-groupes. Je ne sais pas combien de personnes. Il faut que je regarde, parce que je suis en train de mettre la salle en place, la capacité de la salle. Mais je pense que ça va être entre 20 et 30 personnes à peu près. Et c'est largement suffisant. Et puis, des formations en individuel qui sont donc plus poussées forcément, hein, puisqu'elles sont dédiées au profil, plus l'enseignement, où là, ce sont nos futurs Padawan. Alors, pourquoi Padawan? C'est parce qu'on m'a donné le surnom de Maître Yoda des gens de la Défense il y a des années. Et donc, ça m'est resté et je me suis dit que ce seront mes Padawan, ceux qui prendront la relève à leur façon, bien sûr. Et donc, ça, il y a tout un processus pour être formé par rapport à cela, où je teste la personne pour voir si elle a le potentiel d'être vraiment profiler, parce que c'est un métier qui a quand même un certain pouvoir, entre guillemets, et surtout beaucoup de puissance. Et on ne peut pas mettre ça dans n'importe quel cerveau. Il faut être extrêmement prudent. Alors, Ce n'est pas dédié à tout le monde. Beaucoup de pouvoir, beaucoup de puissance. Quelque part, on a essayé de vous tuer. Quelque part, on vous a programmé une mort. Il y a eu une mort programmée parce que vous dérangez. Est-ce que c'est la puissance, le pouvoir? Est-ce que c'est dangereux aussi de faire ce métier? Oui, alors, je ne considère pas avoir du pouvoir ou de la puissance. J'ai juste des potentiels qui ne sont pas assez développés sur cette planète. Mais là où il y a du pouvoir, c'est que quand on est capable de scanner quelqu'un juste en le regardant, quand c'est exactement à qui on a affaire, dans des environnements qui sont corrompus, dans des environnements qui sont noirs, on veut manipuler les gens, on veut les détruire, on veut leur faire du mal, etc., ben forcément, on n'a pas notre place. Les sciences du comportement ont 130 ans de retard en France. Donc, à partir du moment où on a 130 ans de retard en France, c'est qu'on a bien voulu ne pas le mettre en avant. Quand on voit aujourd'hui les formations d'enseignement, tout ce que l'on met au catalogue, c'est très, très, très limité. Il y a plein de choses que les enfants ou les adultes pourraient apprendre et ça ne rentre pas dans les catalogues du CPF, etc. Et les sciences du comportement n'en font pas partie. Alors si on va vous dire, il y a des petits trucs analyses comportementaux, mais quand vous passez derrière, vous vous dites, non, attendez, là, il y a des jugements de valeur qui sont terribles. De dire que tel comportement égale telle signification, c'est faux. C'est un comportement ne donne pas une signification générique. Elle peut donner une indication générique, mais il faut contrôler tout un ensemble de choses pour permettre de dire ça égale ça, etc., etc. Ça prend, chaque être humain est unique. Donc, chaque profil est unique. Donc, chaque profilage est unique. Donc, de fait. Donc, c'est là où ça donne une sorte de pouvoir et de puissance, c'est que forcément, tout le monde rêverait de savoir à qui ils ont affaire en face d'eux. Mais c'est dérangeant quand on est dans un univers où il ne faut surtout pas le dire. Donc, forcément, on fait partie des cibles. Donc, vous faites des analyses sur photo, vous faites des analyses aussi sur Facebook, c'est-à-dire sur les messages, sur les messageries. On peut aussi trouver le comportement. Oui, ça c'est sur Internet, exact. Ouais. Voilà. En fait, on analyse tout, même si on ne voit pas la personne. On rentre dans une pièce, on sait qui habite dans l'environnement, on sait quel type de personne il y a, etc. On analyse tout. Et sur les réseaux sociaux, en effet, c'est ce qu'on appelle le net profiling. Tous les titres, on les a donnés. Hein. C'est des titres qu'on m'a donnés. Il y en a qu'un que je n'utilise pas, c'est docteur, parce que je ne l'ai pas eu officiellement. Mais dans le monde scientifique, tout le monde m'appelle docteur. Vous avez écrit un livre qui s'appelle justement Net Profiling sur la cybercriminalité, un autre sur Napoléon Bonaparte. Enfin, vous avez plein de vidéos sur votre chaîne YouTube, nadinetouzeau.com aussi. Donc, ceux qui s'intéressent à Napoléon, allez voir. Mais je vais juste rester sur le profilage. Il y a une chose que je me pose comme question. Si vous avez la photo d'une personne enfant et la photo d'une personne adulte, est-ce que la personne a pu changer entre les deux? C'est une excellente question. Alors, avant de répondre, je vais juste dire une chose. Ce n'est pas sur Napoléon que j'ai fait un livre, c'est sur le profilage historique. Et j'ai pris Napoléon Bonaparte pour plein de raisons qui ne sont pas l'objet de l'émission, donc je ne vais pas en parler. Mais c'est-à-dire qu'on remet en cause la vérité de l'histoire. Le profilage sert aussi à donner une vérité. Pas la vérité, parce que personne ne la détient. Donc, ça veut dire que j'ai profilé des masques mortuaires et j'ai profilé des tableaux historiques en disant, voilà comment moi je vois les choses. Et on se rend compte qu'en fait, on nous ment. C'est ça la nuance, elle est très importante. Ce n'est pas Napoléon, le Napoléon est le sujet. Le profilage historique est une série et je dois écrire le prochain, j'ai juste du retard. Je dois écrire le prochain personnage, il sera toujours sur du profilage historique. Pour voilà moi ce que j'ai découvert, voilà ce qui s'est passé, voilà comment je traduis tel tableau ou telle photo ou tel masque mortuaire et ainsi de suite pour révéler, et c'est du pur profilage. Donc après, votre question est très intéressante sur le côté enfant. On ne profile pas des enfants en fait.
parce que justement, ils ne sont pas construits. Ils ne sont pas, entre guillemets, finis, si vous me permettez. Ils ont tous un développement à faire. La notion de vérité et de mensonge est très compliquée chez eux. C'est très difficile. Je ne sais pas s'il y a un profiler qui le fait. On en parle entre nous, profilers. On ne profile pas les enfants. On commence plutôt vers… Enfin, moi, personnellement, je commence quand il y a une certaine maturité de l'enfance, aux alentours de 16 ans, dans ces zones-là, où là, oui, je peux l'intégrer. Alors, ça ne m'empêche pas parfois de profiler, mais je suis extrêmement soft et comment dire, je vais pas trop loin en fait. Je vois certaines choses parfois, mais je vais pas plus loin parce que c'est un enfant et c'est compliqué. Mais après, dans l'évolution humaine, alors il y a plusieurs critères à prendre en compte. Il y a déjà les chirurgies esthétiques. Il faut faire attention à ça. Il faut en prendre en compte parce que ça modifie forcément le faciès. Il y a toute la partie des traumas qui peuvent arriver dans la vie qui fait que ça peut modifier en effet le physique, mais ça on le voit, moi je vais le voir tout de suite, tiens, il s'est passé des trucs là, et ainsi de suite. Donc une photo d'une personne, mettons dans les 20 ans, et une photo d'une personne dans les 50 ans, le profil aura un peu évolué dans le sens plutôt émotionnel et intellectuel. Et parfois dans le fond, si la personne veut vraiment changer. Si par exemple c'est une personne qui était violente verbalement, violente physiquement, qui a fait un travail sur elle et qu'elle a décidé de se modifier, alors on le verra, et tant mieux. On va revenir sur le côté intuitif. Je vous ai vu dans des vidéos où vous étiez plus ou moins dans un château, habillé en personnage d'époque. Est-ce que c'est pas plutôt un accès à des vies antérieures que vous avez? J'ai l'impression que toutes les vies sont imbriquées et que… Oui, est-ce que c'est pas plutôt un accès à une espèce de données universelles où vous auriez accès, je ne sais pas si vous comprenez ma question, au même titre que l'enfant. Je comprends le fond de votre question. Alors, les vidéos où je suis en tenue Premier Empire, je suis en robe de duchesse Premier Empire, qui a été faite sur mesure pour justement la première conférence mondiale sur le profilage historique de Napoléon Bonaparte. C'est un événement que j'ai monté de toutes pièces avec des sponsors. Ils ont payé l'événement. Et je les en remercie encore. Et ils ont été très nombreux, qui a permis justement de montrer mon travail et de mettre en avant un chercheur français, puisqu'on sait très bien que la recherche en France n'est pas vraiment valorisée, les vrais chercheurs, entre guillemets, que ce chercheur présente son travail dans notre pays, en France. Donc, c'est pas rien, c'est parce que c'est assez rare et ça mérite d'être souligné. Et c'est pas rien. Et donc, le coup, j'ai joué le jeu avec des grognards de faire cette conférence en tenue Premier Empire. Et on refera l'événement avec grand plaisir. Tout le monde est partant pour refaire l'événement. Il nous faut juste des nouveaux sponsors. Il y a peut-être certains sponsors qui vont suivre. Et puis un lieu dédié, bien sûr, pour le faire. Je ne sais pas si c'est l'idée de vivre ou de revivre. J'en sais rien. Je n'ai pas. Moi, je l'ai fait dans le but professionnel. Un challenge aussi. Un pied de nez un peu aussi à mon éditeur. Mais vous étiez vraiment dans l'élément, c'est-à-dire que j'ai eu l'impression Oui. que ce n'était pas un problème pour vous de vivre cette époque. Voilà. C'est vrai que j'étais très à l'aise. Je me suis mise dans la peau de cette duchesse, entre guillemets, et j'ai joué ce rôle le plus possible. Alors, je n'ai pas été une parfaite duchesse, hein, non, pas du tout, mais j'ai fait de mon mieux parce qu'on voit les vidéos, mais en off, je suis quand même restée moi. Mais c'est vrai que j'étais très à l'aise. Alors, je ne sais pas si c'est lié à ça, peut-être inconsciemment, hein, ça, je ne remets pas en cause, mais c'est surtout que pour moi, c'était un aboutissement d'un très long travail acharné de tout ce que j'ai pu accomplir jusqu'à présent. Il faut quand même considérer que j'ai été extrêmement rejetée par mon pays et pas par le peuple en soi, quoique à une époque si, mais par toutes ceux qui se prétendent une élite, qui ont tout fait pour m'effacer, qui ont tout fait pour me critiquer, pour me dévaloriser, comme la presse qui a été payée pour ça, en prenant votre nom, votre image et racontant toute une histoire qui n'a rien à voir avec la réalité. Dans l'équipe qui a travaillé d'ailleurs sur cette affaire de 2013, j'étais la seule à avoir pris, je suis la seule à avoir pris. Donc, bref, tout a été fait pour me nuire, me détruire, me critiquer comme il faut pour tous les autres. Je ne suis pas la seule dans ce cas-là, sauf que le mode opératoire peut être différent pour d'autres personnes, mais comme pour d'autres, pour nous rabaisser, nous diminuer, nous critiquer, nous mettre à l'écart, nous faire passer pour ce qu'on n'est pas, et puis nous créer une sorte de mort sociale. Et puis si on crève, tant mieux. Donc, et non, il faut résister. Donc, pour moi, c'était l'événement qui marquait un petit peu toutes ces années de travail, de recherche. Je ne suis pas née profiler pour répondre à une question que je n'ai pas répondu tout à l'heure, mais j'avais déjà des aspirations enfants de profilage. J'avais déjà un esprit analytique très aiguisé, je remettais beaucoup de choses en question, j'avais beaucoup de discernement et je sentais les gens. Je savais comment, si on mentait ou pas ou certaines choses. Et ça s'est aiguisé avec le temps,
Mais évidemment, je ne le travaillais pas. Je ne savais pas ce que j'avais dans les mains. Donc, j'ai appris et j'ai étudié quand j'ai compris qui j'étais et ce que je faisais. Et c'est le décès de mon époux, il y a maintenant 21 ans, qui a un peu activé les choses. Parce qu'on courait après la carrière tous les deux, après les réussites professionnelles, etc., mais pas l'humain. Et moi, j'ai dit, je n'ai pas signé pour me retrouver veuve à 35 ans, avec 2 enfants de 7 et 9 ans, et de se dire derrière, voilà, c'est quoi le truc, quoi? C'est quoi le deal? Je ne reverrai plus jamais mon mari rentrer, je ne le reverrai plus du coup, plus rien faire en fait. On ne fera plus rien ensemble, tout ça. Ou en tout cas, peut-être à distance, puisque j'ai tout fait pour essayer d'élever nos enfants dans ce qu'on s'était dit, et selon ce que je me rappelais. Et j'ai basculé dans l'humain sans me rendre compte que j'allais devenir ce pourquoi j'étais faite en fait. Je suis très à l'aise dans ce que je fais depuis des années, j'évolue constamment, je n'ai pas le sentiment de travailler et les résultats auprès de mes clients sont extraordinaires. Ça dépasse bien souvent tout entendement. Donc, est-ce que je me suis réalisée dans cette vidéo comme si je vivais d'autres vies? Peut-être, je ne sais pas. Moi, je ne l'ai pas ressenti comme ça, mais il est vrai que ce que vous dites, ce que vous avez vu dans les vidéos, c'est vrai. J'étais très à l'aise. J'étais comme je le suis devant vous aujourd'hui. Oui, la question c'était de savoir si quelque part vous n'avez pas accès aussi à ce qu'on appelle les mémoires akashiques, c'est-à-dire est-ce que tout, puisqu'on on pense que finalement le temps n'existe pas, qu'on est en train de vivre plusieurs vies en même temps, qu'on a toujours des possibilités de choisir autrement. Il y a toute cette façon de voir le monde. Là, je suis en train de vous parler avec vous, mais quelque part, il y a peut-être un deuxième moi qui est en train de vivre une autre vie. Vous, c'est la même chose en ce qui concerne votre vie. Il y a eu cette vie avec votre mari, mais on est peut-être en train de vivre plusieurs vies parallèles. Ça, c'est les théories de Philippe Guillemont. On ne sait pas exactement les futurs, sur la probabilité du futur. Donc, est-ce que vous n'avez pas accès finalement à un endroit où il y a des possibilités de... Parce que là, quand vous travaillez sur Bonaparte et dans ce château, vous n'êtes pas dans le monde de maintenant et pourtant, j'ai l'impression que vous êtes en plein dans le monde d'avant, mais comme si tout était en même temps là et que vous avez accès Alors, à ces informations-là. je vais répondre comme moi je suis et comme moi je le ressens, Joël. On peut, on peut se souvenir de certaines, je vais dire peut-être incarnations. Je vais prendre ce mot parce que j'en vois pas d'autres. Et en même temps, considérer que la notion de temps, en fait, elle n'existe pas. C'est une question de densité, ce n'est pas une question de temps. On nous a inculqué le temps avec des rythmes sur cette planète, mais ce n'est pas vraiment comme ça qu'on fonctionne. Donc, ce n'est pas ouvert à tout le monde, ce genre de discours. Et qu'en effet, on peut vivre sur des périodes comme on a envie de vivre sur des périodes qui soient ici ou ailleurs, pour ceux qui ont accès à cela. Alors, c'est des sujets sur lesquels moi, je ne m'étends pas trop pour le moment, et même publiquement, parce que je travaille dessus énormément. Et ça m'intéresse beaucoup. Comment dire, il y a certaines choses que je n'arrive pas à expliquer parce que je lis parfois dans certaines émissions. Je vais dire ce qui me vient à l'esprit, c'est que je n'ai pas le mot terrien. Je n'ai pas la possibilité d'expliquer ce que je ressens et ce que je vis autrement que sur ce qu'on nous a imposé, sur cette matrice qui finit, là, qui se termine, qui est en fin de vie. Et puis tant mieux. Et je dirais même tant mieux, parce qu'enfin, on va pouvoir être ce qu'on est, ce qu'on mérite d'être. Et peut-être que j'aurai les mots à ce moment-là pour pouvoir y répondre. Donc, je ne peux pas aller plus loin que ça pour le moment. Et je préfère garder certaines choses sur moi parce que c'est compliqué de pouvoir les exprimer. Je vous comprends et en plus, vous le disiez, enfin, tout à l'heure, on nous a menti. On nous a menti sur les vérités historiques, on nous ment sur beaucoup de choses. Si on nous a menti, c'est clair que vous dérangez. Quand vous dites qu'on s'est attaqué à vous, surtout à un moment, c'est parce que ça dérange les menteurs qu'on leur mette le nez dans leurs mensonges. Si je peux rebondir, Joël, c'est qu'ils m'ont attaqué physiquement, mais ils m'ont aussi beaucoup attaqué spirituellement. Oui, Alors là, oui. Et comment on peut attaquer spirituellement? C'est intéressant ce que vous dites là. sur votre âme, on attaque l'âme. Comment on s'en rend compte? Parce que je pense que vraiment on va aborder le fait dans cette émission de savoir sur le comportement des vaccinés Alors, et des non vaccinés. Comment on peut se rendre compte qu'on est attaqué? Alors, moi, je ne me rends pas compte personnellement parce que je ne suis pas une professionnelle et je fais appel à des professionnels pour ce faire, mais en comportement, justement, on peut se rendre compte de plein de choses. C'est qu'on va se dire il y a des blocages à droite, à gauche sur certains univers, sur certains domaines. Et puis, on peut, alors, je dis génériquement, hein, je ne dis pas que c'est forcément que sur moi.
On peut avoir, par exemple, de la fatigue. On peut avoir certaines maladies. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Des blocages du genre, j'arrive pas, ça marche pas dans mon couple, ça marche pas dans mon travail, ça marche pas avec mes enfants, ça marche pas, ou des problèmes de santé qui sont inexpliqués, que personne ne peut soigner, etc., etc. Je vous dis en généralité, je ne vous parle pas de moi uniquement, et même je ne me sens pas totalement concernée dans ce que je viens de dire, mais globalement, c'est ce qu'on m'a appris. Et on va vous attaquer de façon à ce que vous ayez X et Y problème ou X et Y situation bloquante. Et donc, il faut nettoyer tout cela pour rendre l'âme la plus neutre, la plus libre possible, et qu'elle soit protégée pour que ces gens vous foutent la paix, quoi, en fait. Mais à partir du moment où on dérange, on attaque forcément. Et ce n'est pas uniquement lié à des personnes comme moi, c'est tout le monde. Il suffit que vous dérangiez un voisin, il suffit que, je ne sais pas moi, l'ex de votre mari, elle ne peut pas vous encadrer, même une entité ancienne qui se raccroche à vous, il peut y avoir plein de choses qui fait que ça vous empêche de… Donc ça, il faut vraiment bien nettoyer son âme, pardon, enfin je parle à tout le monde pour les âmes, de façon à se libérer et vraiment se libérer de tout ce qui nous empêche de vraiment nous en sortir et évoluer. Mais moi, je pensais plutôt à ceux qui empêchent des gens comme vous de parler, c'est-à-dire pas forcément d'aller vers un magnétiseur ou un exorciste, mais ces espèces de gens qui seraient comme vous, des profilers, c'est-à-dire des gens qui chercheraient sur la planète ce qui dérange, des gens comme vous, bon, vous dérangez. Je sais qu'il y en a pas mal qui sont partis, pas des gens comme vous, mais des gens qui dérangeaient à un autre niveau, qui sont partis avec des morts un peu suspectes. Il y aurait des profilers comme vous qui cherchent des gens. C'est pas le voisin là qui va vous embêter parce que vous garez sa voiture devant son parking. Ça serait des gens qui auraient un peu le même métier que vous et qui chercheraient à vous attaquer en faisant votre profil. C'est-à-dire des gens qui seraient profilers comme vous et à qui on dirait tiens celle-là, ou qui chercheraient ceux qui dérangent. Parce que c'est pas évident de rechercher dans toute cette toile du net ceux qui dérangent. Déjà, on n'a pas trouvé quelqu'un qui profile comme moi. Ça existe sûrement, mais on ne l'a pas encore trouvé. Tant mieux. Ensuite, des vrais profilers, il n'y en a pas tant que ça. Il y a beaucoup de gens qui prétendent être profilers, mais qui ne le sont pas du tout. Pour la petite histoire, dernièrement, on m'a dit qu'il y avait un coach profiler dans une émission, un truc que je ne regarde jamais là, habituellement. Je sais que c'est sur W9 et c'est Prince et Princesse, un truc comme ça. Et je me suis coltiné 4 émissions pour le voir en action. Et le fait est, quand je l'ai vu en action, déjà première erreur dès le début, c'était, j'ai dit bon voilà, et on voit le mot profiler alors que franchement le mec, il faut vraiment qu'il prenne des cours. Il faut vraiment qu'il prenne des cours. Voilà, donc ça c'est beaucoup de gens parce que c'est à la mode, ça fait bien, parce que voilà, c'est vendeur, ça fait rêver, j'en sais rien. Non, c'est un vrai métier consciencieux, très difficile à faire et puis qui est chronophage en beaucoup de choses, mais on n'est pas si nombreux que ça sur la planète. Donc, en général, on se respecte entre nous. Moi, j'ai des contacts avec mes confrères, consoeurs, on n'est pas forcément toujours d'accord, on n'exerce pas de la même manière, mais on a un profond respect les uns les autres. Moi, je le vois comme ça. Je pense qu'eux, c'est pareil. En tout cas, je les considère de cette manière-là. Ensuite, les gens qui nous attaquent, c'est plutôt ceux qu'on dérange vraiment de par ce qu'on est capable de faire. Ça peut être en effet de la jalousie par des gens qui pourraient être dans nos univers professionnels, et je sais qu'il y en a un en tout cas qui est dans ce cas, deux qui sont dans ce cas-là me concernant en France. Je le sais, mais bon, ils ont qu'à travailler pour améliorer leur potentiel. C'est surtout tout ce qui est lié vraiment à la corruption, tout ce qui est vraiment lié à tout ce qui a emmené cette situation SRASCOV-2, par exemple. C'est l'aboutissement, le SRASCOV-2. Et c'est un des aboutissements du reste, parce que le vrai aboutissement, c'est la digitalisation de nous tous. C'est surtout ce que vous êtes capable de dire. Si vous mettez ça à la lumière, ça dérange. On est dans une société de mensonges, donc les gens qui disent la vérité, ils doivent être exécutés, comme dirait le poète. Deuxième partie de cet Au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de la bande et Bonne FM 98.fr sur toute la planète Terre et même dans l'au-delà, bien au-delà. J'espère qu'on nous écoute sur les autres planètes et qu'on voit avec Nadine Touzeau, qui est profiler, qu'on peut peut-être trouver d'autres solutions. Est-ce qu'il y a des gens qui vous demandent de les profiler eux-mêmes, c'est-à-dire qui vous disent, voilà, regardez-moi, dites-moi qui je suis? Oui, bien sûr, j'ai beaucoup de missions de profilage pour eux. J'en ai aussi pour des personnes disparues dans leur famille, pour reconstruire un pan d'histoire qu'ils n'ont pas, parce qu'ils n'ont pas connu la personne ou pas suffisamment. Et ce que j'ai le plus, c'est pour tout ce qui est lié au recrutement, aux fusions-acquisitions. Est-ce que je peux travailler avec tel associé ou alors est-ce que ma femme
est fidèle. Enfin, j'ai beaucoup dans ces domaines-là. Oui, Mais ça beaucoup vous de dérange profilage. pas de répondre à cette question? Parce que la femme, est-ce qu'elle a besoin de faire savoir qu'elle est fidèle ou pas? Il y a quand même une question d'éthique dans l'histoire. Alors, d'abord, tout est confidentiel, premièrement. Deuxièmement, si elle veut savoir si son mari n'est pas fidèle ou pas, c'est qu'il y a une raison. Ou s'il veut savoir que sa femme n'est pas fidèle ou pas, il y a une raison. Et il n'y a pas une question d'éthique du tout, puisque ça reste confidentiel. C'est totalement confidentiel. Quand on va consulter un voyant pour savoir si c'est le cas ou pas, et souvent c'est ce qu'ils ont fait, donc ils n'ont pas toujours les réponses ou ils ne trouvent pas forcément tout ce qu'ils veulent. Là, ils veulent vraiment savoir des choses précises et quel comportement ils veulent adopter. Je ne vois pas la différence. Il y a rien de... Il n'y a rien de malsain, il y a rien de. Je ressens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des gens qui pensent que la personne n'est pas fidèle ou qu'est-ce que j'ai comme problème dans le couple. D'ailleurs, ça va au-delà de la fidélité la plupart du temps. Eh bien, au lieu de foutre un coup de plan en l'air, moi, je trouve qu'il est plus intéressant de voir comment on peut faire pour que le couple se porte bien. Et je passe d'ailleurs, j'ai de plus en plus de couples en coaching. Et je suis très contente de voir qu'il y a eu 0 divorce jusqu'à présent. Au contraire, ils vont tous beaucoup mieux. Alors que souvent, il y en a qui m'appellent, moi, je vais le quitter, etc. Mais oh là là, attendez, on va se calmer. On va déjà regarder si c'est vraiment nécessaire de le quitter. Et c'est tout le contraire qui se passe. C'est vraiment tout le contraire. Et heureusement, je suis bien contente. Et donc, ça passe parfois par un profilage, après ça se termine par un coaching, ou alors on ne fait pas du tout profilage, on va dire dans le coaching, et ainsi de suite. Et le coaching, parfois de couple aussi, on rajoute le monsieur ou la madame, Ok. parce que c'est tendu, c'est tout. On va passer sur la cybercriminalité et sur les dangers du web, et peut-être sur la cybercriminalité qui a été. On s'est tutoyé, on s'est vouvoyé là, je sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus, Joël. Oh, écoute, c'est pas grave, tu sais, dans toutes les émissions, ça fait pareil, alors t'inquiète pas. Bon, alors on se tutoie. Tu fais comme ça. Donc Allez. la cybercriminalité, on est en plein, on est en plein dedans. On est tous obligés d'avoir un smartphone et d'être sur le net. On est tous obligés maintenant d'être là-dessus. On peut aller sur le dark web. Tu as fait plein d'émissions qui sont intéressantes qu'on peut retrouver sur Nadine Touzeau. Tu peux profiler des gens sans les voir. Ah oui, bah déjà, on le fait dans le monde réel. Quand je travaillais sur des affaires criminelles, j'ai jamais vu les tueurs. Et il y a une histoire comme ça un jour où des policiers croyaient que je les connaissais, ils voulaient m'arrêter. Parce que j'avais fait 10 pages de rapport sur 2 potentiels criminels. Et eux ont tout de suite identifié de qui il s'agissait. C'était tellement précis que forcément, ils ont failli. Heureusement que l'avocat de mon client a dit non, non, c'est son métier, quoi. On est tellement en retard en France sur ce sujet que les gens n'arrivent même pas à comprendre que ça existe. Donc, on peut parfaitement profiler sur n'importe quoi, une image, une voix, une pièce, la façon dont on écrit sur Internet, la façon dont on se comporte. Simplement, le comportement derrière l'écran est très différent. Donc, j'ai fait des travaux de recherche là-dessus. J'ai développé plusieurs théories scientifiques. J'en ai divulgué que 5 qui sont étudiées dans de très nombreux pays. Évidemment pas en France, toujours pour les raisons évidentes, la façon dont on traite les chercheurs en France. Et l'un de ces sujets, c'est l'avatarisation. Il y a une émission d'ailleurs qui va sortir bientôt sur ce sujet que j'ai faite également avec Sébastien. La notion d'avatarisation, avec le lien avec Meta de Facebook qui se transforme en Meta World, qui fait qu'on met en avant que l'écran, le fait d'être derrière un écran, peut autoriser à modifier son comportement d'une manière ou d'une autre, ou pas. Ça dépend des profils, ça dépend comment. Et certains de ces comportements peuvent être produits dans le monde réel. Donc voilà, je résume. Après, il y a d'autres théories que j'ai développées, toujours dans cet univers-là. Et concrètement, tout est autorisé à faire derrière l'écran, de critiquer, de se faire assister. Donc, par exemple, j'ai mon compte bancaire sur mon téléphone. Grave erreur, je dis tout de suite, grave erreur. D'envoyer des informations en pensant être caché. On pense à Tiziana Cantone qui, par exemple, a voulu, pour se venger de son ex, faire une sextape entre amis, pas très malin, mais en même temps, c'est son choix. Mais c'était fait sur WhatsApp et entre 4 personnes, juste 4 personnes. Et elle en est morte parce que quelqu'un s'est vengé, a eu la vidéo, s'est vengé, l'a mis sur tous les sites porno en Italie. Hein, ça s'est passé. Vous pouvez regarder, c'est écrit c'est encore dans la presse italienne, sur Google ou DuckDuckGo, tout ça, vous pouvez le trouver. Donc, elle a tenté de changer de nom, elle a tenté de changer d'endroit, tout ça, mais on la reconnaissait parce qu'ils ont mis son nom sur toutes les vidéos. Elle était donc sur les sites porno, sur Facebook, partout, quoi. En fait, des trucs de folie, alors que c'était un joke de mauvais goût, certes, mais un joke. Hein. Et la
la presse s'est déchaînée sur elle, les médias, en fake news, ont soutenu le fait que c'était quelqu'un de pas bien, quoi, en fait, ne l'ont pas considéré comme un être humain. Et quand elle a vu que la justice ne lui a pas donné raison, que la justice n'a pas considéré sa cause, comme d'habitude, la vraie justice n'est certainement pas dans les tribunaux, eh bien, elle a mis fin à ses jours pour une erreur, une petite erreur. Donc voilà, donc il y a énormément de choses qui se passent derrière l'écran, derrière l'outil connecté plus exactement, quel qu'il soit, et la cybercriminalité n'est considérée que par la technique, par l'approche technique, alors que 80% des actes cybercriminels, on le dit aujourd'hui, et 63% étaient avancés par le cabinet Deloitte en 2018, en Suisse, n'est que du fait de l'humain. C'est-à-dire qu'on peut faire tout un tas d'actes cybercriminels rien qu'avec l'humain. Et, ajoutons à cela, qu'un cybercriminel est d'abord un être humain. Mais non, on n'utilise que la technique. Ce qui veut dire qu'en fait, on ne cybersécurise absolument pas l'environnement connecté. Tu le disais, peut-être pas toi, mais quelqu'un le disait dans la vidéo sur les dangers du web. Ça permet quand même à ceux qui nous dirigent, on ne va pas fermer le dark web parce que finalement, il sert. Il sert. Alors, le dark web, c'est un environnement qui est à part. Tu as la partie visible, entre guillemets, d'Internet, c'est par exemple Google, LinkedIn, VK, Getter, tes emails, ton WhatsApp, tes SMS, ton compte bancaire. Voilà, ça, c'est la partie que tu vois sur les applications, par exemple. Donc ça, on va dire que ce sont des armoires. Puis dedans, tu as des classeurs dans tes armoires. Donc, ça va être, par exemple, le back-office. Donc, le back-office, par exemple, tu as un site web. Le back-office, c'est toi qui remplis ton site web ou ton blog. Ça, c'est le back-office, pour donner un exemple. Les emails, c'est comment tu ranges tes emails, etc. etc. Donc, ça, c'est cette partie-là, le back-office. Et après, tu as comment atteindre cette partie publique ou privée de ce que je viens de citer. Eh bien, on va passer par le back-office, justement. On va passer par un ensemble de choses qui sont, par exemple, tes passwords, tes mots de passe. S'ils ne sont pas bien faits, ben, c'est beaucoup plus facilement accessible. Tout est intrusable. Quand à une époque, on disait on ne peut pas intruser un iPhone, il faut demander une autorisation, le FBI devait demander une autorisation. C'est du bullshit, c'est faux. Tout est intrusable. Moi, je connais pas mal de cybercriminels qui, après mon livre Net Profiling, m'ont contacté en me disant « Bon, on n'aimerait pas trop vous avoir en face de nous. Tout ce que vous dites, c'est ça, c'est vrai, c'est juste, c'est exactement ça. » Et j'en ai oublié, hein, puis en plus, ça a évolué. Mais en tout cas, ça reste toujours juste, alors que la cybercriminalité bouge tous les jours. Mon livre est toujours juste. Hein. Je l'ai écrit avant 2013, publié une première édition en 2015, une seconde édition en 2018, où j'ai remis à jour par rapport à celle de 2015, et c'est toujours d'actualité en 2022. Donc, c'est très rare de trouver quand même un livre dans un univers qui bouge tout le temps. Donc, le dark web, c'est un univers qui est interdit quelque part. Tu as plusieurs entrées qui sont Tor, et je n'ai plus toute la liste dedans. Et là, c'est vraiment l'univers des cybercriminels, mais pas que. Tu as des boutiques en ligne pour avoir, par exemple, comment acheter une arme, comment construire une arme avec un stylo, pour acheter du cannabis, pour acheter des enfants, pour acheter des organes, pour acheter des femmes. Tu as tout. Les armes, tout, enfin tout, une bombe, comment faire une bombe, tout ça. Tu as tout là-dedans. Et des données scientifiques. Donc, les trois univers les plus cyberattaqués, c'est le scientifique, le médical, comme par hasard avec le SRAS-CoV-2, et les banques, tout ce qui est l'argent, en fait, globalement. Donc, le côté scientifique, c'est tout ce qui est universitaire et tout ça pour voler des données, en fait, et surtout si c'est en lien avec le médical, pour derrière permettre de créer des nouveaux médicaments de demain afin de gagner de l'argent, parce qu'il n'est pas intéressant que quelqu'un guérisse hein, pour Big Pharma. On l'a bien vu, on n'a pas besoin de le prouver davantage. Et puis, tout ce qui est l'univers de l'argent, parce qu'il faut aller chercher de l'argent aussi pour pouvoir se nourrir. Donc, il y a tout un tas de métiers autour de ces trois univers qui sont les plus cyberattaqués. Et ces univers-là, donc, derrière, en back-office, ils vont chercher toutes les informations, tout ce qu'ils peuvent trouver, de façon illégale. C'est-à-dire qu'ils vont rentrer dans tes armoires et voir dans ta maison pour regarder autour de l'armoire ce qu'il y a. Hein, c'est pour faire l'image par rapport au cyberespace, hein, d'accord ? Pour pouvoir prendre tout ce qu'ils peuvent. Et ils vont passer par tout un tas de domaines, y compris en utilisant l'humain. Par exemple, l'arnaque au président, pour prendre de l'argent dans une entreprise en se faisant passer pour le chef d'entreprise, eh bien, ils vont, par exemple, écouter une secrétaire qui prend le bus toujours à la même heure et qui va parler à sa meilleure amie de toutes les informations de l'entreprise, dont son président de l'entreprise, etc., ou suivre sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui va être dit, indiqué, etc. Il y a plein de choses, en fait. C'est une kyrielle d'approche qui est très ingénieuse, très nouvelle, de plus en plus,
sens du terme, dans le réel et le virtuel, afin de pouvoir dire, je vais pouvoir faire ma cyberattaque après et obtenir ce que je veux. Et donc, ils obtiennent aussi des informations, comme des adresses, des banques de données, des datas, ce qu'on appelle les datas, les adresses mail, les numéros de compte bancaire, le numéro de sécurité sociale, tout ça. Et tout ça, ça peut créer des faux papiers. Ça vaut à peu près, je ne sais plus, à une époque, ça valait, dont les $20, je crois, les 50 adresses, mail, nom et mail, et je ne sais même pas s'il y avait le numéro de téléphone, tout ça. Aujourd'hui, ça doit valoir à peu près dans les mêmes prix, voire un peu moins, parce que c'est de plus en plus courant. Mais il y a des gens qui gagnent très bien leur vie comme ça, et qui ne font que ça. Bref, c'est un univers parallèle, et plus le cybercriminel est pointu, plus il est, vraiment embarqué dans cet univers-là, moins on va le voir dans le réel. Plus il va se fermer au monde réel. Et quitte à vivre une double vie, mais complètement. Et donc, il faut qu'il soit super prudent. Alors, il y a aussi ceux qui sont considérés comme cybercriminels et qui n'en sont pas, comme Edward Snowden, qui a été celui qui nous a alertés sur comment on a utilisé nos datas, comment on nous flique, on nous analyse quand il a quitté, c'est la CIA de mémoire, quelqu'un que je soutiens depuis le début, et j'ai eu la chance de le rencontrer en virtuel lors d'une conférence que j'ai faite à Dublin pour le premier European Cyber Summit Show, qui était donc à Dublin, où il y avait les plus grands pontes, entre guillemets, professionnels de la cyber européen qui étaient réunis. Et Paul m'avait invité à en être. Et en guest star, on avait Edward Snowden qui avait fait, c'était émouvant, hein, c'était quelque chose d'extraordinaire, et on était là pour lui aussi. Et donc, ça, c'est quelqu'un qui est considéré comme un cybercriminel parce qu'il nous a alertés. En fait, c'est un alerteur, un lanceur d'alerte, parce qu'il nous a alertés. C'est un héros, ce type-là. Et il y en a plein des comme ça. Il y en a plusieurs, on n'en parle pas assez. Voilà, Assange, voilà, exactement, pareil, même genre. Voilà, enfin, c'est pas le même, mais on est dans le même domaine. Et c'est un univers sur lequel on refuse de nous faire travailler, de nous faire réfléchir, de nous faire, de nous mettre devant nos responsabilités par rapport à ça, sous couvert d'assistanat, parce que c'est pratique, le smartphone, on a tout dessus, etc. Sous couvert de c'est moderne. Alors qu'en fait, est-ce que c'est vraiment moderne parce que nous ne sommes pas libres? Sous couvert de, vous inquiétez pas, tout est technique, donc tout est sécurisé techniquement, alors que ce n'est pas du tout ça. C'est absolument pas ça. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. En tout cas, c'est une partie, mais faible, mais vraiment faible. Et pour travailler avec des experts en cybercriminalité sur la partie technique, ils valident complètement cela, Mais c'est très compliqué d'apprendre que c'est comme une enquête, c'est du cas par cas. Parce qu'il faudrait former les gens pour faire ça, il faudrait leur expliquer, il faudrait leur apprendre, il faudrait une prise de conscience collective que c'est méga dangereux. Parce que derrière, ça va vers le puçage. Accepter d'avoir son compte bancaire ou son compte Amélie, ma santé, je ne sais pas quoi, là, ou n'importe quoi qui est relié à tout ce qui est étatique ou des choses, on peut avoir les données derrière sur son téléphone, même son ordinateur. Mais bon, ça, il y a des choses où on est obligé de passer par là. On n'est pas, mais au moins d'avoir un seul endroit, mais d'avoir déjà, de le dupliquer de droite et de gauche, de laisser Alexia, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, les box là, donne-moi la météo, voilà, ferme-moi les volets, et je ne sais pas quoi, dans sa maison, et même Linky, même simplement Linky, qui n'est pas légal, je le répète, qui prend toutes nos bases de données, et un cybercriminel peut très bien se mettre dans la rue en face, prendre un boîtier de type CanTrack qui se vendait en 2016 $60 pour la première offre qui peut se dupliquer. Après, derrière, on peut rajouter des offres au tiroir pour le rendre encore plus performant, pour obtenir simplement des données. Ça lui permet de pouvoir prendre toutes les données chez vous, de savoir à quelle heure vous êtes chez vous et de venir faire un joli cambriolage, par exemple. Voilà, donc tout ça, les gens n'en ont pas conscience parce que tout est fait pour leur faire croire que tout est protégé. Quand mon banquier m'a dit, il vous faut les comptes bancaires sur votre téléphone et tout, et qu'aujourd'hui encore il me dit, mais Madame Touzeau, vous n'êtes pas moderne, je lui dis, on va en reparler dans quelques années. En attendant, ils sécurisent de plus en plus les banques parce que ça n'est pas du tout sécurisé, contrairement à ce qu'ils vous disent. Tout ça, c'est du pipeau, du pipeau. Ça ne veut pas dire que tout le monde va être attaqué, mais ça veut dire que personne n'est à l'abri. Oui, puis ça a quand même permis à l'État de pouvoir se servir directement sur nos comptes tous les mois. On n'a plus du tout d'autonomie. Si on critique, si on veut critiquer, il faut donner des preuves. Pacifiste contre conformiste, démocratie contre tyrannie, libertaire contre tortionnaire, culture contre dictature, l'éthique contre politique, humanisme contre obscurantisme, connaissance contre obéissance, nous face
justice. On va rester sur les preuves. Donc, il vous faut trouver des preuves. Il vous faut trouver des preuves une fois que vous avez trouvé ou les cybercriminels ou si vous faites un profiler, ne serait-ce que pour les donner, puisqu'il faut que ça ait une valeur juridique. Comment faites-vous pour trouver des preuves? Alors, comment je fais pour… Alors déjà, je suis mandatée par un expert ou un avocat pour ce faire. Donc, en général, sur les affaires cybercriminelles, j'ai très peu eu d'avocats. C'est par des clients qui me le demandent. Eh bien, je vais analyser, comme sur une scène de crime réelle, je vais analyser dans le virtuel tous les éléments. On va essayer de bloquer très vite la situation aussi, parce qu'il peut y avoir, par exemple, des sextapes qui vont être mises en place, des jeunes qui ont été piégés, mais qui travaillent dans des groupes Céveso. Il ne faut pas qu'ils perdent leur boulot. Comme tout à l'heure, Tiziana Cantone, ce qu'elle a fait sur WhatsApp. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Tracer des personnes pour essayer d'obtenir des informations et de voir comment les piéger pour les aveux, pour faire des aveux. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Vérifier la véracité de la personne, si c'est un fait de compte ou pas du tout. Est-ce que c'est une vraie personne qui est derrière? Est-ce qu'elle a des bonnes intentions? Et ainsi de suite. Ce sont en fait général toutes ces personnes qui utilisent Internet pour faire des malversations. Alors, il y en a plusieurs, en fait. Ça, c'est pareil, il y en a énormément. C'est plus pour utiliser des données. Donc, il y a des gens qui se lâchent, qui parlent sans s'en rendre compte, et après, ils vont se faire prendre leurs informations, leurs données, de l'argent. De l'argent aussi, l'arnaque au sentiment est très important, qui peut créer des sextapes derrière, où tu ne peux pas payer, tu vas nous voler des données de ton entreprise dans laquelle tu travailles. Et il y a les cyberharceleurs, il y a les cyberharceleurs qui parfois sont des gens, oh non, il ne faut pas faire du mal aux personnes, et bien en fait, ils font exactement le contraire, eux-mêmes font du mal sur Internet, en critiquant, sans savoir, en croyant la presse, mais justement, tous ceux qui croient la presse, qui disent derrière, ouais, c'est vrai, ouais, c'est ça. Donc, ce sont des cyberharceleurs, des cyberharceleurs quelque part, parce qu'ils harcèlent les personnes en n'ayant qu'un seul son de cloche. Il ne faut jamais s'arrêter à une seule image, à un seul mot, d'où que ça vienne. Il faut toujours remettre en question et se dire que c'est vrai ou pas. Et essayer de chercher les autres versions. Toujours, toujours, toujours. Parce que quand vous critiquez quelque chose sur Internet, dites-vous bien que c'est votre image qui va apparaître. C'est votre nom. Il faut faire attention à ça. Hein. Les gens ne font pas assez attention. Il y a les trolls aussi, par exemple. Je cite que quelques-uns parce que la liste est longue, de cybercriminels. Les trolls, c'est souvent des gens qui vont mettre des faux commentaires, soit pour détruire quelqu'un, soit pour détruire sa réputation, soit aussi pour détruire son entreprise ou son image. Et ça, il y en a plein aussi. Tout ça, c'est du juridique. Hein. Quand on le détecte, tout ça, quand on monte les dossiers et qu'on arrive à remonter derrière sur quel type de personne c'est, quel profil c'est, là, on va utiliser aussi la technique, par exemple, pour l'IP. On remonte sur l'IP. En essayant qu'il n'y ait pas de proxy, c'est-à-dire quelque chose qui noie l'IP. Par exemple, la personne habite à Amiens. Ouais, ce n'est pas un IPN, c'est l'adresse. On a tous une. Non, mais le VPN, on peut changer de… Ça se craque. Ça se craque. Avec un VPN, on peut le changer, mais ça se craque. C'est du pipeau, ça. On revient sur les trolls. Moi, je pensais que les trolls, c'était un moteur informatique qui faisait tout seul les choses. Tu dis que derrière les trolls, il y a quelqu'un. Alors, il y a des trolls en intelligence artificielle, oui, mais il y a des trolls humains. Il y en a beaucoup. Ils sont payés pour ça? Ils peuvent être payés pour ça? Certains sont payés pour ça. Le vengeur, rarement. Le vengeur, il a tendance à… Il a une cible. Il n'a qu'une seule cible ou un groupe de cibles. Et il a un peu des profils de quelqu'un qui pourrait avoir envie de tuer une personne par vengeance. C'est à peu près dans le même état d'esprit, sauf qu'il va utiliser Internet. Ah oui, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu ne fais pas que le profil de celui qui fait du mal, tu fais aussi le profil de la victime. On profile tout, même l'environnement, même les personnes autour, parce qu'il faut toujours chercher ce qui a pu se passer, d'où ça vient, on fait le profil vraiment de tout. Tout ce qu'on peut faire, il faut le faire. Et donc, le fait que je fasse ça rapidement, on gagne beaucoup de temps. Alors, dernière question. Comment profiler sans juger? Parce que ça doit être très difficile de ne pas juger ce qu'on profile. C'est une excellente question. En fait, ce métier est très chronophage en termes de neutralité, de travailler le zéro jugement, ce qu'on appelle le zéro jugement, sachant que ni 0 ni 100 n'existe. Donc, on n'est jamais parfait. Donc, déjà, c'est se détacher complètement de l'affaire. Par exemple, imaginons qu'il y ait une affaire, alors ce qu'on appelle souvent les affaires où on risque d'être jugé partie. Par exemple, on a assassiné quelqu'un de la famille.
il vaut mieux éviter de travailler dessus. On pourrait éventuellement aider, mais il vaut mieux le faire, éviter parce qu'on est trop affecté par l'affaire, donc on ne sera pas bon. Par exemple. Après, c'est une affaire du genre, quelqu'un en religion, il décide que telle religion, c'est une mauvaise religion. Il a une victime qui est d'une religion opposée, on a un suspect que ça pourrait venir de la mauvaise religion, il faut le détacher de l'affaire. Voilà, c'est pareil. C'est toutes ces choses-là, en fait. Il faut être prudent. Donc, il faut travailler sa neutralité au maximum. C'est pour ça qu'il y a des choses, on doit les accepter et d'autres, on doit les refuser. C'est tout. Il faut humblement le dire, je ne peux pas. Je ne pourrais pas. Et c'est pour ça aussi que dans notre métier, il faut appartenir à rien. Il faut avoir aucune appartenance. Je me rappelle, à une époque, il y a des gens qui s'amusaient à dire j'étais franc-maçon. Non, je ne suis pas franc-maçon. Je n'ai jamais été. J'ai été approchée par des francs-maçons, mais je ne le suis pas et je n'ai jamais été. Je n'appartiens à rien, aucun organisme, association de je ne sais pas quoi. C'est compliqué dans notre métier, mais il faut le faire vraiment parce que si on défend un dossier, il ne faut pas que derrière, on ne puisse dire « Ah, mais c'est normal qu'elle ait fait ces conclusions-là parce que c'est lié au fait qu'elle appartient à ceci. » Ouais. Donc ça en fait partie. Ensuite, à chaque fois qu'on a des résultats, il faut toujours les recouper par un ensemble d'informations et d'éléments et on ne met en avant que ce dont on est sûr et ce qu'on a vraiment contrôlé et recoupé. Et moi, dans une de mes approches, ma façon de travailler, les autres, mes confrères et consoeurs travaillent à leur façon aussi, hein, je casse systématiquement mon travail. Et quand je le casse, je le remets en place. Et je vois si j'aboutis, je ne le remets pas en place, je refais autre chose autrement et je vois si j'aboutis aux mêmes conclusions. Et parfois, je peux le faire 2-3 fois, plusieurs fois. Je ne le fais pas qu'une fois parfois. Et c'est ça qui me permet de dire si mes résultats sont justes ou pas. Et quand on ne sait pas, ou quand on a des doutes, on précise que nous ne sommes pas sûrs, que nous ne disposons pas d'assez d'éléments, mais que ça pourrait corroborer avec ceci ou cela, ou que ça ne pourrait pas corroborer avec ceci et cela. Et enfin, on considère qu'on ne détient aucune vérité. C'est-à-dire que tout ce que l'on donne ne sera contrôlé que par le terrain. Et donc, c'est le terrain qui nous fait le retour. Oui, c'est les Petite preuves. précision aussi. Les preuves, par exemple, quand on fait des profils, la famille qui nous dit c'est exactement ça, le futur qui nous donne raison de ceci, cela. Et ensuite, quand on a des potentiels qui permettent d'aller très, très loin, d'être extrêmement précis et pointus, parce que je précise, juste avec une photo, je peux faire 9 pages de rapport ou 10 pages, juste avec une seule photo. Eh bien, on fait attention à qui on envoie ça et on fait attention à ce qu'on dit, même dans le privé, pour éviter de se faire piéger ou d'avoir… Et ça, c'est compliqué aussi, par rapport au fait qu'on sait ce qui je suis, on sait ce que je suis capable de faire et ils savent encore mieux que moi-même peut-être. Donc, on fait très attention. Liberté, révolution, pour nos enfants, nous marcherons. Non, jamais nous ne plierons, et même à terre son nom, nous le crierons. Et je veux aussi être clair, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. On va passer maintenant au sujet sur le comportement des personnes. Comment gérer cette situation entre les injectés et les non injectés? Comment arriver à vivre avec ce qu'on nous fait vivre en ce moment? Parce qu'on est tous confrontés à des gens qui vont remonter le masque devant vous en vous regardant de travers parce que dans le bus, vous aviez oublié de mettre le vôtre ou qui vont changer de place. Comment faire pour vivre dans une société harmonisée avec ce qu'on nous fait vivre? Alors, moi, j'ai beaucoup de chance parce que je suis à mon compte. Je peux travailler de chez moi et ce que je fais depuis des années et que je choisis mes clients en plus. Donc, j'ai vraiment, vraiment beaucoup de chance. Dans ma famille, il n'y a personne d'injecté et par contre, certains sont obligés de porter le masque. Moi, je porte une visière déjà, pour commencer. Je crois que si on prenait exemple sur certains pays, il y a beaucoup de pays qui ont rejeté les choses massivement. Donc, ça n'a pas abouti. Le problème, c'est qu'en France, on dit quelque chose, on suit. Parce qu'il y a une manipulation de masse qui a été faite depuis X années, et notamment par la télévision. Internet n'a été qu'un véhiculateur, qui fait que les gens ils se disent, mais comme depuis des générations, on dit qu'il faut écouter l'autorité. Donc forcément, c'est plus simple de dire, oui, il faut qu'on continue à mettre le masque, etc., etc. Je pense que si les gens, ils ont envie de ne pas porter le masque, ou tout simplement le mettre sous le nez, qu'ils le mettent sous le nez. Très clairement, moi, s'il y en a un qui refuse ma visière quand je vais faire des courses, je m'en fous, il y a d'autres magasins. Ce n'est pas un problème chez moi. Je crois qu'il faut simplement changer de façon de vivre parce que de toute façon, ceux qui se raccrochent à la vie d'hier, elle n'existe plus, cette vie-là. Terminé. Donc, ce qu'il faut, c'est essayer de se dire que ce qu'on va construire demain, c'est de choisir, vous voulez avec ou sans masque. Moi, ce sera sans. Et même sans visière. C'est terminé.
je réitère qu'il y a quand même presque la moitié de la planète qui aujourd'hui n'a plus rien. Quand vous regardez l'Afrique noire, quand vous regardez la Russie, quand vous regardez le Brésil et maintenant tous les pays qui sont en train de tout faire tomber, ça fait pratiquement la moitié de la planète où il n'y a plus rien. Même Israël, ils arrêtent. Même Israël. Ils sont tous en train de mettre en place les choses qui arrêtent. Donc tout est en train de tomber. Pourquoi c'est en train de tomber? Parce qu'aussi, il y a une rébellion qui se met en place. Parce qu'il y a des gens qui modifient leur comportement, mais il y a aussi des gens qui ont rejeté leur comportement. En Russie, le pass sanitaire n'a duré que 3 semaines, parce que plus personne n'a fréquenté les lieux où il y avait des passes sanitaires. Le vrai problème est là. Ce n'est pas comment je dois réagir parce que quelqu'un me dit mon masque est sous le nez, tout ça. Moi, je l'envoie péter, le gars. Celui qui n'est pas content parce que je porte une visière, c'est lui qui s'en va ou moi, mais j'en ai rien à faire. J'en ai absolument rien à faire. Je ne changerai pas et je ne mettrai pas de masque. C'est mon corps, c'est ma vie. J'en fais ce que je veux. Et on ne va pas m'empêcher de respirer. La visière, je respire. Et en plus, c'est en plastique devant. Donc, ces postillons, tout ça, ben, ça ne passe pas. Alors que ça passe à travers un masque. Ouais, déjà, là, il y a une illogique déjà scientifique. Déjà, rien que ça, c'est illogique scientifiquement. Déjà, il faut réfléchir en fait aux choses basiques, aux choses simples. Et bien, pourquoi en France? Je faisais une vidéo juste avant pour réagir sur un article de presse que j'ai trouvé encore scandaleux, qu'un de mes contacts m'a envoyé. Et où on faisait croire que les personnes qui ne veulent pas se faire injecter, c'est parce qu'ils ont été victimes de traumatisme. Non, mais jusqu'où on va dans la manipulation mentale, hein, avec des messages subliminaux extraordinaires dans l'article que j'ai décortiqué. Donc, je disais dans cette vidéo, et je le dis dans votre émission, je ne comprends pas que les parents aient autorisé que les enfants aillent à l'école avec un masque. Quand on voit les traumatismes sur les enfants, des troubles du langage, des troubles du comportement, des troubles du sommeil, des troubles, surtout un manque de prise de confiance en eux, très fort. Bref, il y a plein de choses que les pédopsychiatres ou tout ça ont expliqué et qui sont mais traumatiques parce que ces enfants-là, il faut qu'ils trouvent leur place maintenant dans la société. Oui, on dit qu'il y a beaucoup d'enfants qui se suicident. On va vous rétorquer que c'est parce que les parents préfèrent aller bosser, qu'ils n'ont pas envie. Avec le premier confinement, ils sont restés coincés à la maison avec les enfants, avec le télétravail. Donc, ils préfèrent mettre un masque à leurs enfants que d'assumer le fait. Ouais. Je vais répondre à ça, Joël. Très bien. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui est plus important pour vous? Mes enfants. En tant que parents. Vous faites des gosses pourquoi? Pour les allocs? Parce que ça fait bien? Parce qu'on a dit que dans le système, il faut se marier à 25 ans puis avoir des enfants à 28? C'est ça le truc? C'est ça votre responsabilité? C'est ça, en tant que parent, de faire ce genre de choses? Je crois qu'il est temps de voir les vraies priorités et pas celles qu'on a mises dans la matrice, dans la manipulation. C'est que les enfants sont notre avenir. Et c'est ça l'image que vous voulez donner à vos enfants? Élever des enfants, c'est un travail, c'est vrai, mais ce n'est pas quelque chose de désagréable. Alors moi aussi, j'ai travaillé. Moi, j'étais seule avec mes enfants. J'ai travaillé très dur. Le moindre moment de disponible que j'avais, je leur donnais. Même si j'étais fatiguée, je faisais ce que je pouvais. Je n'ai pas été la mère du siècle, certainement pas, mais j'ai fait ce que j'ai pu pour être maman pour eux. Et je n'autorisais personne de leur faire du mal. Et je n'aurais jamais toléré qu'ils portent un masque. Jamais. Parce que je sais les dégâts que ça fait, le masque sur un être humain, que ce soit un enfant ou pas, mais surtout sur un petit. Et c'est traumatique. Quand je fais les courses et que je vois des enfants avec des masques, mais ça me fait mal. Et ces petits bouchons, ils me regardent, petits ou plus grands, hein, ils me regardent parce que moi j'ai une visière. Ils me regardent avec des yeux tout étonnés. Et puis comme je dois montrer que j'ai un visage triste, ça doit leur faire drôle. Alors, j'essaie de leur faire un grand sourire. Les enfants nous sourient en général. Enfin, moi, les enfants me sourient parce que je ne suis pas masquée dans la rue. De toute façon, on rappelle que le masque est tombé dans les rues. Donc, on n'est plus obligé de le mettre dans les rues déjà. Donc, c'est une bonne chose. Il faut agir. Dire à ses enfants, on ne porte pas le masque. J'avais une discussion avec un client belge qui a tout fait pour que ses enfants aillent à l'école sans masque. Il est arrivé. Ça, c'est de l'action. Voilà. C'est que des choses comme ça qu'il faut faire. Agir. Et agir, ne pas rentrer dans le jeu de la matrice. Parce que c'est un jeu. C'est le jeu, je dis souvent, depuis je ne sais pas, peut-être 2 ans maintenant, je le dis, c'est le jeu de Jacques a dit, sauf que Jacques n'a pas dit. Parce que rien n'est légal. Absolument, rien n'est légal. Sur l'autoroute, on disait tous protégés, tous vaccinés. Mais de quoi je me mêle, Vinci? Non mais attends, je suis sur l'autoroute, je paye pour lire une publicité. Il faut rassembler les gens, il faut recréer un nouveau monde, de commencer à créer notre nouveau monde de demain en faisant des choses où on sera peut-être maladroit, où on sera peut-être pas juste, ça ira pas. C'est pas grave, on tâtonne, on crée, on y va. On est dans la création, donc forcément, tout n'aboutira pas ou se développera autrement, mais il faut qu'on commence à s'y mettre. Et là où je suis un peu offusquée, c'est que nous, les anciens, on se bat et on met notre vie sur la table, sur la tête, sur le bio et tout ce qu'on veut, on y va. Pour les jeunes, mais ils sont où les jeunes? Oui, il faut rester libre. Ça va commencer quand vos formations de groupe? Si tout se passe bien, j'intègre ma maison fin avril.
le temps de faire les travaux de ma salle de formation que je vais engager en urgence. J'espère pouvoir commencer peut-être en août, peut-être en septembre, mes formations de groupe, des formations séminaires de groupe que je recevrai les gens chez moi. Déjà parce qu'ils pourront se rencontrer et on pourra travailler tous ensemble sur la même thématique, ce qui fait que les échanges vont être forcément productifs et constructifs. Il y aura des thématiques qui seront uniquement autour de mon métier, que ce soit dans le réel, le virtuel et l'historique, le profilage donc, et aussi tout ce qui est lié autour de la manipulation, des matrices du SRAS-CoV-2, comment se comporter, comment s'en sortir. Moi, je vis mal ceci, cela, j'ai mon enfant d'injecté, tout ce que j'entends en fait en coaching tous les jours, c'est de le faire un petit peu en groupe pour que les gens se disent, sans forcément, ça peut être mes clients comme des nouveaux clients qui ne viennent que pour ces séminaires-là. Et j'ai choisi un endroit où je puisse y vivre, mais aussi recevoir ma clientèle pour être libre de faire ce que j'ai envie de faire chez moi avec mes clients, travailler, quoi, en fait, qu'on nous laisse travailler librement. Merci beaucoup Nadine Touzeau. Votre site c'est nadinetouzeau.com, c'est ça? C'est ça. Donc vous vous appelez Nadine Touzeau, Touzeeau, et on vous retrouve sur nadinetouzeau.com ou sur... Mon email c'est ntprofiler@nadinetouzeau.com. Ça, c'est mon vrai mail aujourd'hui. NT, mes initiales, profiler@nadinetouzeau.com. Ça, c'est le mail qui va rester. Il vaut mieux communiquer sur celui-ci. Allez, à bientôt. Oui, génial. Moi aussi, je vous embrasse, Joël, et puis plein d'amour pour vous.